السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. Je vais vous présenter, Inch'Allah, le cours du physiologie du système nerveux autonome. Donc, le cours, le plan suivant, on va faire définition du système nerveux végétatif ou autonome, pardon. Les composants du système nerveux autonome, l'organisation structurelle et fonctionnelle du système nerveux autonome. On va voir les neurotransmetteurs, les récepteurs et les centres régulateurs de ce système nerveux autonome. Donc, avant de voir la définition du système nerveux autonome, on va faire un rappel sur l'organisation du système nerveux. Donc, le système nerveux dans notre corps, il est divisé en deux parties, système nerveux central et système nerveux périphérique. Cette organisation, elle est surtout anatomique, en rapport avec la localisation du système nerveux, soit dans la boîte crânienne et la moelle épinière pour le système nerveux central, et la périphérie ou le soma pour le système nerveux périphérique, qui est en particulier un ensemble de nerfs crâniens, donc de nerfs qui sortent du crâne, et de nerfs rachidiens, de nerfs qui sortent de la moelle épinière ou de la colonne vertébrale. Et la fonction de ces nerfs, que ce soit crânien ou rachidien, c'est faire relais entre le centre nerveux central ou le système nerveux central et la périphérie du corps ou les effecteurs au niveau de la périphérie, que ce soit dans l'extérieur ou dans l'intérieur. Donc pour le système nerveux central, il est divisé en deux parties, la moelle épinière dans la colonne vertébrale et l'encéphale. Pour le système nerveux périphérique, il est divisé en système nerveux somatique, donc le système qui va contrôler le soma, c'est-à-dire le muscle squelettique, les articulations et les os, ainsi que les tendons, et le système nerveux autonome qui est le sujet de notre cours. Donc le système nerveux autonome ou système nerveux végétatif, les deux appellations vont ensemble. Donc autonome ou végétatif, c'est-à-dire qu'il est responsable de fonctions internes de l'organisme, responsable de l'innervation de viscères internes de l'organisme. Il travaille d'une façon autonome, c'est-à-dire automatique, en dehors de la volonté ou de la conscience de la personne. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte de la simulation ni du contrôle de ces activités-là. Par exemple, la respiration, la circulation sanguine, la digestion, la sudation. Donc, toutes ces fonctions-là, c'est des fonctions qui sont internes à l'intérieur du corps, donc qui se font de manière automatique. Donc par exemple maintenant, on a le corps que bat, la respiration qui se fait normalement, mais on ne se rend pas compte de contrôle ou de stimulation de ces fonctions-là. C'est pour ça elle est autonome et végétative, c'est-à-dire elle est interne et en dehors de notre contrôle volontaire. Donc le système nerveux autonome, il va assurer l'innervation des viscères, à savoir le cœur, le tractus digestif, le tissu glandulaire et des muscles lisses de ces viscères-là. Donc le système nerveux végétatif intervient dans de très nombreuses régulations du milieu intérieur, homéostatique, et participe à divers comportements et actions émotionnelles. Donc, puisqu'on a dit que le système nerveux végétatif est responsable du contrôle des activités internes de l'organisme, on a l'élaboration du concept du milieu intérieur, qui est le milieu qui va comporter le milieu qui contient de l'eau, des nutriments, des électrolytes à l'intérieur du corps, à l'intérieur du vaisseau, à l'intérieur du compartiment liquidien. Et on va voir le concept de l'homéostasie, qu'on va l'expliquer dans le deuxième cours du milieu intérieur. Et aussi, on peut dire que le système nerveux végétatif est sous le contrôle de certains comportements et réactions émotionnelles, par exemple le stress, la peur, la joie.
Comment? Donc, il va y avoir une sécrétion de substances nerveuses ou glandulaires appropriées. Donc, ces fonctions-là, cette sécrétion hormonale, pardon, ou activation de centres nerveux spécifiques, elle se fait via le système nerveux végétatif. Donc, le système nerveux végétatif, il divise en système nerveux orthosympathique ou sympathique et système nerveux parasympathique. Donc, la majorité des viscères reçoivent une double innervation avec toutefois des exceptions pour certains organes. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est que chaque organe à l'intérieur du corps, ils reçoivent deux fibres nerveuses végétatives. Une fibre pour le système nerveux végétatif et une fibre pour le système nerveux, pardon, une fibre pour le système nerveux parasympathique et une fibre pour le système nerveux sympathique. C'est pour ça une double innervation végétative, sympathique et parasympathique. Juste pour quelques exceptions, donc les exceptions, c'est pour les glandes sudorépales, les glandes qui fabriquent la sueur, les muscles pilomoteurs, les muscles qui tiennent les poils au niveau de la peau et certains vaisseaux superficiels au niveau de la peau. Ces organes-là reçoivent uniquement une fibre végétative sympathique. Donc pour le système nerveux végétatif, on a dit qu'il est autonome, il est involontaire, il est en dehors du contrôle de l'être humain. Donc il travaille d'une façon qui est appelée façon réflexe, façon automatique, façon inconsciente, végétative, en dehors du contrôle volontaire. Il reçoit des informations sensitives d'origine périphérique par l'intermédiaire des récepteurs viscéraux périphériques, gagne les centres végétatifs et une réponse appropriée, élaborée et transmise à la périphérie grâce aux fibres effectrices du système nerveux autonome. Donc, le système nerveux végétatif, il travaille sous forme d'une voie nerveuse qui est appelée réflexe. En fait, le réflexe, il est composé d'un récepteur. Le récepteur, il est susceptible à détecter une stimulation périphérique, que ce soit un changement de concentration, un changement d'un taux de sang, un changement d'un taux de gaz de sang, un changement de charge, un changement de pH, etc. Et le récepteur, après la stimulation, via une fibre nerveuse appelée fibre nerveuse afférente, il va véhiculer l'information vers un centre nerveux. Le centre nerveux, il va détecter le changement, il va décider une action appropriée, c'est-à-dire face à cette détection en périphérique, et il va élaborer une action spécifique qui va, c'est-à-dire faire l'équilibre contre cette stimulation. Via une fibre efférente, c'est-à-dire vers un effecteur qui va faire l'action décidée. Donc c'est ça l'activité réflexe, activité végétative en dehors du contrôle volontaire de la personne. Donc le système nerveux autonome, son activité elle est modulée par d'autres organes supramédulaires, c'est-à-dire dans le système nerveux central, dans le tronc cérébral, dans l'hypothalamus et certaines parties du système limbique. Les parties, ils se trouvent en supérieur de la moelle épinière, c'est-à-dire au niveau du crâne, qui vont réguler l'activité du système nerveux autonome. Donc, il faut savoir que l'origine du système nerveux autonome, elle vient de deux parties du système nerveux central. Elle vient du tronc cérébral et de la moelle épinière, avec un contrôle supérieur par d'autres systèmes. Donc, pour l'organisation du système nerveux végétatif, le système nerveux végétatif, au contraire au système nerveux somatique, c'est une voie binaurale. C'est-à-dire, il y a la succession de deux fibres nerveuses végétatives qui vont faire relais en périphérique dans un centre nerveux qui s'appelle le ganglion végétatif. Pour cela, il y a une fibre nerveuse préganglionnaire entre le centre nerveux, on a dit le tronc cérébral ou la moelle épinière, et le ganglion végétatif. Puis une fibre nerveuse végétative postganglionnaire
du ganglion vers l'effecteur en périphérique. L'effecteur peut être un muscle lisse dans un vaisseau, peut-être une cellule gastrique, peut-être une glande, un vaisseau, etc. Donc, je reprends. Le système nerveux autonome, c'est une voie binaurale. Au contraire au système nerveux central, le système nerveux périphérique somatique qui est une voie mononeurale. Il y a une seule fibre entre le centre nerveux central et le muscle squelettique lié le motoneurone alpha. Par contre, le système nerveux autonome, on a deux fibres. Une fibre postganglionnaire, une fibre préganglionnaire, une fibre postganglionnaire et un ganglion végétatif. Donc, on va voir ça au le schéma. Voilà l'organisation fonctionnelle du système nerveux végétatif pour les deux systèmes, parasympathique et sympathique. Donc, on va voir le neurone préganglionnaire. C'est le neurone qui vient du centre nerveux central, soit transcérébral, soit moelle épinière, vers le ganglion végétatif. Dans le ganglion végétatif, il va y avoir une synapse entre ces deux fibres, pré- et postganglionnaire, puis du ganglion vers l'effecteur ou vers la cellule cible ou vers l'organe cible, il va y avoir le neurone postganglionnaire. C'est ça l'organisation fonctionnelle du système nerveux autonome. Donc pour les constituants du système nerveux autonome, on a déjà vu qu'il est classiquement divisé en deux grandes parties. Le système nerveux parasympathique et le système nerveux végétatif sympathique, avec des différences fonctionnelles et structurales entre les deux systèmes. Donc on va commencer par le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, appelé aussi crânio-sacré, parce qu'il va prendre son origine de deux parties du système nerveux central, le tronc cérébral et la moelle épinière. On a dit que les deux systèmes, ils vont partie du système nerveux périphérique, donc l'origine c'est les nerfs. Pour le parasympathique, il a ses origines des nerfs crâniens et des nerfs rachidiens. Nerfs crâniens, ils sortent du crâne, et rachidiens, ils sortent de la moelle épinière. Donc pour l'origine crânienne du système parasympathique, il y a 4 nerfs crâniens principaux et un seul accessoire. Pour les 4 nerfs crâniens principaux, on a le 3, c'est le nerf oculomoteur, commun. Le 7, c'est le nerf facial, donc responsable du mouvement de la face. Le 9, l'hypoglosse, responsable de l'innervation de la langue et du pharynx. Et le 10, qui est le nerf vague, responsable de l'innervation du système respiratoire et du tractus digestif et même le système circulatoire. Et accessoirement, c'est-à-dire pas dans tous les cas, dans certaines divisions anatomiques, on va trouver une origine du nerf spinal ou l'ancien père crânien. La deuxième origine du système nerveux parasympathique, c'est l'origine sacrée, donc entre la S2 et la S4. Parce qu'au niveau de la région sacrée, on a 5 racines rachidiennes. L'origine du parasympathique, c'est bien du S2 jusqu'à S4. Pour le fonctionnement, c'est-à-dire comment se fonctionne le système nerveux parasympathique, on a le rapport 1-1, c'est-à-dire chaque fibre préganglionnaire parasympathique, elle va faire une seule synapse avec une fibre postganglionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'effet du système nerveux parasympathique est un effet localisé. La stimulation de la fibre préganglionnaire parasympathique va activer uniquement un seul site postganglionnaire dans le système nerveux parasympathique. Pour le système nerveux sympathique, donc le sympathique, il est appelé orthosympathique. Pourquoi? Ortho, c'est-à-dire debout, il va prendre origine de la partie thoracique et dorsale.
Donc, les neurones préganglionnaires du système nerveux orthosympathique sont localisés dans la moelle thoracique de la deuxième racine rachidienne thoracique, la T2, donc T vient du thoracique, jusqu'à la L3, donc jusqu'à la partie haute du racine rachidienne lombaire 3. Ça, c'est pour le système nerveux sympathique. Donc, le parasympathique, c'est un système crânio-sacré avec deux origines crâniennes et sacrées. Le système sympathique, c'est un système orthosympathique, donc deux origines aussi juste de la moelle épinière, c'est la région thoracique et la région lombaire. Il y a un cas particulier, c'est la glande midillo-surrénale. Là, pour cette glande-là, donc il fait partie du système nerveux sympathique. Les fibres postganglionnaires sont eux les cellules chromatophines de la glande. C'est-à-dire, ils vont constituer le même organe. Il y a la fibre préganglionnaire qui arrive à la glande. Au niveau de la glande, on va trouver systématiquement les cellules. Les cellules sont les cellules chromatophines. Donc, les cellules chromatophines, c'est le neurone postganglionnaire et la cellule cible de l'action du sympathique. Représente un cas particulier, les neurones préganglionnaires se terminent directement sur les cellules chromatophines qui produisent les monoamines, la noradrénaline et l'adrénaline. Ces cellules représentent donc l'équivalent des neurones postganglionnaires. Le rapport de l'action des fibres sympathiques, c'est de 1 à 20. C'est-à-dire chaque fibre préganglionnaire sympathique, elle va faire synapse avec 20 fibres postganglionnaires. L'effet, là, il est un effet diffus, puisque l'activation d'une seule fibre va engendrer l'activation de 20 sites au niveau du système nerveux sympathique. Là, c'est un schéma qui va nous montrer la double innervation de chaque organe pour le système sympathique et parasympathique. Donc, on va voir chaque organe, il reçoit deux fibres parasympathiques et fibres sympathiques, avec des actions, dans la majorité des cas, des actions antagonistes, c'est-à-dire des actions contraires. C'est l'un augmente l'augmentation de l'activité de l'organe, l'autre système va freiner l'action sur cet organe. Donc on va voir les actions. Donc voilà, pour le système sympathique et parasympathique, là c'est les différentes actions sur les différents organes. Donc ces actions-là sont à prendre pour l'effet du sympathique et parasympathique sur les différents organes de l'organisme. On va prendre par exemple au niveau de l'œil, c'est la pupille. Donc pour le système nerveux sympathique, c'est la dilatation du pupille, c'est la mydriase, phénomène, c'est-à-dire appelé mydriase avec M-Y-D-R-I-A-S-E, donc mydriase, dilatation du pupille. Le parasympathique, il va faire la constriction ou la contraction des pupilles, c'est-à-dire le myosis. L'effet contraire de la mydriase. Mydriase, c'est-à-dire ouverture de la pupille, dilatation de la pupille. Le parasympathique, c'est le myosis, c'est la contraction de la pupille. Pour, par exemple, les glandes salivaires, il y a l'arrêt de la sécrétion salivaire en cas de stimulation sympathique et sécrétion salivaire ou stimulation de la sécrétion salivaire, l'activation parasympathique. Donc pour par exemple les bronchioles, c'est les petits vaisseaux ou les petites branches dans le poumon, pardon. Pour le sympathique, c'est la dilatation des bronchioles. On parle de bronchodilatation. Pour
Le sympathique, c'est la contraction des bronchioles ou la bronchoconstriction. Pour le cœur, pour le sympathique, c'est l'accélération du cœur. Pour le parasympathique, c'est le ralentissement du cœur. On parle de tachycardie, tachy c'est rapide pour le sympathique, et bradycardie, c'est-à-dire ralenti, bradycardie dans le parasympathique. Pour l'adrénaline, donc pour l'adrénaline, c'est sous l'activation du système nerveux sympathique, il va y avoir une augmentation ou une sécrétion ou une décharge de l'adrénaline. Pour la sécrétion gastrique, donc pour la sécrétion gastrique, cette sécrétion, elle est diminuée en cas de stimulation sympathique et augmentée en cas de stimulation parasympathique. Pour l'intestin, donc on parle de euh, péristaltisme intestinal ou mouvement d'intestin. Donc, flux sympathique, c'est une diminution de cette motilité ou diminution de péristaltisme intestinal. Le parasympathique, c'est une augmentation de la motilité. Pour le côlon, on a la rétention du côlon et la vidange du côlon. Donc, la rétention, c'est en cas de stimulation du sympathique et la vidange en cas de stimulation parasympathique. Pour la vessie aussi, donc le sympathique, il va retenir les urines, alors que la stimulation parasympathique, c'est la vidange de la vessie. Donc vous voyez que chaque organe, il a deux effets, sympathiques et parasympathiques. Et dans la majorité des cas, ces effets-là sont des effets antagonistes, c'est-à-dire un système va accélérer l'activité de l'organe et l'autre système va ralentir l'activité de cet organe. Là aussi, c'est un autre tableau qui va toujours nous expliquer les différents effets sur les organes. Donc, au niveau de l'œil, c'est la pupille, la dilatation, pour le sympathique. Le parasympathique, c'est la construction. Par exemple, les glandes sudorépares, on a dit que ce sont seulement sous l'innervation du système nerveux végétatif sympathique. Pour le cœur, c'est-à-dire une tachycardie, le système nerveux sympathique, bradycardie, diminution de la fréquence, le parasympathique, augmentation de la force de contraction pour le sympathique, diminution de la force de contraction, parce que le cœur c'est un muscle au cours de la stimulation parasympathique, etc. On a déjà expliqué ça. Donc, différence structurale entre le sympathique et le parasympathique. La différence, elle est au niveau de la longueur des fibres préganglionnaires et postganglionnaires et au niveau de la localisation des ganglions végétatifs par rapport aux effecteurs. Donc, pour le système nerveux orthosympathique, les neurones postganglionnaires du système parasympathique. Donc, pour les neurones préganglionnaires, donc à la différence des neurones postganglionnaires orthosympathiques, les neurones postganglionnaires du système parasympathique sont très courts. Dans les neurones préganglionnaires, atteignent directement l'organe cible. Le ganglion est situé à côté voire dans la paroi de l'organe du ganglion pris au paraviscéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la fibre postganglionnaire du système nerveux sympathique, elle est plus longue que la fibre postganglionnaire parasympathique. Voire dans certains cas, la fibre parasympathique, elle est dans la paroi. On l'appelle une fibre parasympathique intramurale, c'est-à-dire dans la paroi elle-même de l'organe cible. Et l'inverse dans les fibres préganglionnaires. Donc, pour le système nerveux, c'est-à-dire sympathique, elle est plus courte que le système nerveux parasympathique. La localisation du relais, donc pour le sympathique, c'est paravertébral
c'est paravertébral, c'est à côté de la moelle épinière, de part et d'autre, pour la côté droit et côté gauche. Et pour le système nerveux parasympathique, elle est en proximité de l'effecteur. Là, on parle de ganglion. Donc, pour le ganglion, pour le sympathique, c'est proche de la moelle épinière. Et pour le parasympathique, c'est proche pardon, du viscère, voire même dans la paroi du viscère ou de l'effecteur, comme j'ai dit. Donc, on va voir ça dans le schéma. Et voilà, donc la première partie, la première partie là, c'est l'origine du système nerveux, que ce soit parasympathique ou orthosympathique. Donc, c'est soit le tronc cérébral, soit la moelle épinière. Vous voyez que la fibre préganglionnaire parasympathique, elle est plus importante, plus longue que la fibre préganglionnaire du système nerveux sympathique ou orthosympathique. On a dit que pour les ganglions, et la même chose pour la fibre postganglionnaire. Donc la fibre postganglionnaire sympathique, elle est plus longue que la fibre postganglionnaire parasympathique. Pour le ganglion végétatif, il est paravertébral pour le sympathique, donc il est à côté de la moelle épinière. Pour le parasympathique, il est préviscéral ou même intraviscéral, donc il est à côté de l'effecteur. Là, c'est les différences, c'est-à-dire l'anatomie des deux systèmes ou l'organisation fonctionnelle des deux systèmes parasympathiques et sympathiques. Là, c'est un autre schéma qui va faire la différence entre le système nerveux végétatif avec ses deux composants et le système nerveux somatique, c'est-à-dire volontaire. Donc, comme on a dit que le système nerveux somatique, il y a une seule voie entre le système nerveux central et l'effecteur qui est le muscle squelettique strié. Alors que le système nerveux végétatif, il y a deux fibres nerveuses préganglionnaires et postganglionnaires. Avec les différences dans le système nerveux végétatif entre le sympathique et le parasympathique, la longueur des fibres et la localisation de ganglions végétatifs. Différence fonctionnelle entre le sympathique et le parasympathique. Comme on a voyé le tableau, il y a, par exemple, on a dit que le système sympathique, il va faire la bidryase, la tachycardie, la bronchodilatation, l'arrêt de la digestion, l'arrêt de la vidange, que ce soit par le côlon ou par la vessie, alors que le parasympathique, c'est le myosis, la bradycardie, la digestion, etc. On peut déduire que le système nerveux sympathique, c'est un système d'état d'urgence. Et le système nerveux parasympathique, c'est le système qui est activé beaucoup plus dans les états de repos. Lorsqu'on parle de digestion, lorsqu'on parle de vidange colique ou vidange vésicale, on parle d'un état de repos. Alors, lorsqu'on parle de tachycardie, de bronchodilatation, de mydriase, on parle d'un état d'urgence, d'un état d'alerte. Donc, le système nerveux autonome sympathique, il est impliqué dans les réactions d'alerte et le système nerveux parasympathique, c'est dans les réactions de repos ou d'inhibition. Mais toujours, il y a un équilibre entre les deux systèmes. L'équilibre, il est contrôlé, il est sous la surveillance de structures qui se situent au niveau du système nerveux central. C'est-à-dire, c'est un truc comme la balance. Le système nerveux sympathique, c'est un système qui met le corps dans des réactions rapides, des réactions qui consomment l'énergie, qui prépare le corps à des situations d'urgence, lorsqu'on parle de tachycardie, de bronchodilatation, etc. Et le système nerveux autonome,
parasympathique, c'est un système qui travaille dans le repos, dans l'équilibre, qui va fournir l'énergie pour le corps. C'est-à-dire comment? Par la digestion, l'élimination des déchets à travers la vessie, à travers le côlon, etc. Donc, mais il y a toujours un équilibre entre les deux systèmes, sympathique et parasympathique. C'est-à-dire lorsque l'effet du sympathique il est important, il y a l'accumulation de parasympathique qui va freiner l'action du sympathique, qui va faire l'équilibre entre les deux systèmes. Parce qu'on a dit que chaque organe, il reçoit une double innervation. C'est ça le rôle de la double innervation, c'est toujours garder l'équilibre et l'action normale de l'organe. Donc, neurotransmetteurs et récepteurs du système nerveux végétatif. Donc, le système nerveux végétatif fait partie du système nerveux en général. La clé d'action du fonctionnement du système nerveux en général, c'est bien la transmission synaptique. Lorsqu'on parle de transmission synaptique, on parle de neurotransmetteurs, de substances chimiques qui vont régler l'activité de ce système. Il faut savoir que pour le système nerveux végétatif, il y a deux neurotransmetteurs importants, l'acétylcholine et la noradrénaline, donc dans des sites différents. Pour le système nerveux autonome, tous les neurones préganglionnaires, qu'ils soient ortho ou parasympathiques, sont cholinergiques. Tous les neurones qui sont préganglionnaires, ils sont cholinergiques, que ce soit pour le sympathique, le parasympathique ou le sympathique spécifique, c'est-à-dire pour les glandes sudorépares, pour les musculomoteurs et pour les vaisseaux cutanés. Au niveau postganglionnaire, les neurones postganglionnaires parasympathiques et sympathiques spécifiques sont cholinergiques, alors que les neurones postganglionnaires sympathiques sont adrénergiques. Je reprends. Donc, pour les neurotransmetteurs du système nerveux végétatif, on a deux, l'adrénaline et la noradrénaline. L'adrénaline et l'acétylcholine. Pour l'acétylcholine, c'est toutes les fibres préganglionnaires végétatifs, que ce soit parasympathique, sympathique ou sympathique spécifique, c'est-à-dire celles de glandes sudorépares et musculomoteurs. Alors pour les postganglionnaires, on a deux parties, cholinergique et adrénergique. Cholinergique pour les parasympathiques et sympathiques spécifiques, et noradrénergique pour les fibres postganglionnaires sympathiques. Une fois libérée dans l'espace synaptique, l'acétylcholine se fixe sur les récepteurs cholinergiques qu'elle active. Pour le système parasympathique, ce sont les récepteurs muscariniques. L'action muscarinique de l'acétylcholine au niveau de ces cibles se fait par le relais de plusieurs types de récepteurs. Récepteur M1, sécrétion d'acide de l'estomac, M2, ralentissement du cœur, innervation du gland lacrymal et salivaire. Il existe d'autres récepteurs, M3, M4, M5, dont la fonction est moins bien connue. Pour l'adrénaline, on a les récepteurs alpha et les récepteurs bêta, donc récepteur alpha excitateur et le récepteur bêta inhibiteur, et chacune étant, elle, subdivisée en deux sous-familles, alpha 1, alpha 2 pour les alpha et bêta 1, bêta 2 pour les bêta. Donc pour le récepteur muscarinique de l'acétylcholine, veut dire que le récepteur se trouve dans une molécule protéinique et le canal où il va y avoir l'entrée des ions pour le potentiel postsynaptique, il se trouve dans un autre canal. C'est-à-dire la transmission n'est pas rapide et directe comme pour les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, c'est-à-dire il va mettre un certain temps pour les réactions du second messager. Les récepteurs végétatifs supérieurs. Pour le récepteur végétatif supérieur, l'activité du végétatif est régulée en partie par des circuits relevant du cortex cérébral.
En plus, l'hippocampe, le thalamus, les ganglions de la base, le cervelet et la formation réticulaire. Et la formation réticulaire, pardon, exerce tous des influences sur le système nerveux végétatif. C'est toutefois l'hypothalamus qui constitue le principal centre du contrôle végétatif. On a dit que l'origine du système nerveux végétatif, c'est bien la moelle épinière et le tronc cérébral, mais il y a des centres supérieurs qui contrôlent cette activité végétative. Donc, on va voir que le premier niveau de contrôle, c'est bien au niveau de la moelle épinière. Donc, c'est euh, pour des, pour des, pour les fonctions suivantes, la miction, c'est-à-dire l'élimination du riz, la diffaction, l'élimination des selles, l'érection et l'éjaculation qui sont des activités sexuelles. Deuxième niveau c'est-à-dire de contrôle, c'est au niveau du tronc cérébral. Bien spécifiquement, c'est dans la formation réticulaire du tronc cérébral. Pour la régulation des fonctions végétatives suivantes, on a le diamètre des pupilles, comme on a vu, médriase, homéosie, c'est-à-dire contraction, dilatation, la respiration, l'activité cardiaque, la pression artérielle au niveau des vaisseaux et la déglutition, c'est-à-dire pour la digestion. Le troisième niveau de contrôle, c'est bien l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, c'est le principal centre d'intégration du système nerveux autonome pour les deux systèmes sympathique et parasympathique. Le système limbique, donc le système limbique, il se trouve au niveau du cinquième lobe interne du cerveau. Donc il contrôle le système nerveux autonome via des émotions, parce qu'on a dit l'introduction que il a une part de contrôle, les émotions telles que le stress, la joie, d'autres réactions émotionnelles, ils ont un bon contrôle sur le système nerveux végétatif. Eh bien, le cortex cérébral, qui est le dernier ou le niveau supérieur du contrôle du système nerveux végétatif. Très bien. Donc pour une conclusion, on peut dire que le système nerveux autonome établit un lien important entre le système nerveux central et de nombreuses fonctions physiologiques de l'organisme. Il joue un rôle capital dans le maintien de l'équilibre du milieu intérieur, l'homéostasie grâce au contrôle de divers organes et tissus, donc le corps qu'on va voir par la suite. Ce qui est très important pour le système nerveux végétatif, c'est bien l'origine de chaque système para et sympathique, les différences structurales et anatomiques entre les deux systèmes, la transmission synaptique au niveau des deux systèmes, que ce soit pour le parasympathique et le sympathique, et la différence en neurotransmetteurs et récepteurs, et aussi dans les effets sur les différents organes de l'organisme. Je vous remercie.